je crois qu'il faut d'abord s'accorder sur un constat. L'Union européenne donne un visage d'elle-même qui a considérablement changé ces derniers mois par rapport aux représentations habituellement promues. Cette forme de rage belliciste qui s'exprime à propos de l'Ukraine en particulier tranche avec la version d'une Europe espace de paix et de conciliation. La structure s'enorgueillit maintenant ouvertement, de manière ouverte, de mettre des moyens économiques sur de la production d'armement. Elle appelle les rendements, elle se réjouit des performances des matériels qui, faut-il le rappeler, ne sont pas des hôpitaux, ne sont pas des instruments humanitaires, ni des outils de neutralisation d'un conflit. Ce sont des armes faites pour tuer, donc des instruments de souffrance et de mort. Cela fait drôle, honnêtement, il faut bien en convenir, ça fait drôle pour un prix Nobel de la paix d'avoir une telle posture. Puisque je rappelle, l'Union européenne est prix Nobel de la paix 2012. Dans tous les cas, c'est une image beaucoup moins sympathique que celle de la défense des opprimés. Et fondamentalement, j'hésite pas à le dire, c'est parfaitement choquant. Parfaitement choquant. Parce que, dans le même temps, le discours qui est tenu ici quant à l'austérité budgétaire pour les États devient encore plus paradoxal. Il serait donc possible de mobiliser des ressources énormes pour cet arsenal pour fabriquer des obus, mais il faudrait adopter ici des restrictions de chauffage, des restrictions d'usage des ressources, il faudrait subir l'inflation et le marasme économique. Alors, je vais plus loin, je mets même de côté ce petit détail que les obus, les missiles, les canons, les chars, les drones sont des éléments qui tuent. Mais, très froidement, suivant le discours habituel de l'Union européenne, ce sont d'abord et avant tout des consommateurs d'énergie, on ne peut pas dire même des gaspilleurs d'énergie. Ce sont d'énormes dévoreurs de ressources et de copieuses sources d'émissions carbonées et autres. Les têtes d'obus, les mines, sont-ils en matériaux recyclables? La poudre à canon et les propulseurs, sont-ils rigoureusement des produits bio? Les explosifs obéissent-ils aux principes qui sont ici promus d'une économie circulaire et verte? Non, bien sûr que non. Et pourtant, ce seraient là des dépenses vertueuses, et face à cela, il n'y aurait pas assez de ressources, il n'y aurait plus assez de ressources pour protéger ici l'enfance, le travail, la santé, la vieillesse. Je le dis, les gens doivent se réveiller. Ce discours, ce propos est parfaitement inaudible. Où est donc passée l'image d'une Union européenne, d'une Europe rayonnante dans l'aisance, et garantissant un haut niveau de bien-être pour les populations? Nous ne sommes plus projetés que dans un univers de tensions et de menaces, dans une forme de vertige apocalyptique où se mêlent et s'auto-entretiennent l'agitation d'éléments naturels, mobiles environnementaux, climatiques, sanitaires, que sais-je, et des éléments d'ordre géopolitique, et dont l'effet est de renvoyer l'individu à un état de peur permanente, de crainte, de stupeur, de responsabilité, d'effort, de privation, de sanctions et de paupérisation. En quelques mois à peine, je le dis, quel changement dans les représentations pour les Européens. C'est saisissant. Évidemment, ce que je décris là est européocentré. Je ne pense pas que le pauvre Syrien, le pauvre Libyen, le pauvre Irakien ou tout autre membre d'une population victime et opprimée puisse mettre le curseur au même endroit que je le fais et puisse percevoir même un quelconque changement de situation en Europe. Mais puisque nous sommes dans un moment préélectoral européen, puisque nous sommes là au mois de mai 2024, faisons juste un petit effort de retour en arrière et plaçons-nous dans la situation préélectorale des élections précédentes, c'est-à-dire en 2019. 2019, mesurez l'écart. 2019, le terme de Covid n'existait même pas pour le public. On ne savait même pas ce que c'était, ça n'était jamais apparu. Et il n'y avait pas la phase des conflits actuels,
Et il faut faire cette navette pour mesurer l'ampleur de l'écart et constater la transfiguration du visage européen, à quel point elle est criante. Elle est passée d'un sourire mielleux à un rictus monstrueux, méchant, monstrueux. Moins qu'on puisse dire, c'est que l'image générée par la structure en 2024 est loin d'être plus aimable, attractive et bienveillante que celle de 2019. C'est effectivement le sens retenu pour présenter au public la situation. Ce changement d'atmosphère, l'Union ne l'aurait pas désiré. Ce serait la conséquence d'une accumulation de nuages d'orage. Que ces nuages d'orage soient personnifiables ou non, qu'on puisse leur accoler l'étiquette de Covid, Poutine, Hamas, climat, biodiversité, nuisances anthropiques, que sais-je. Le public saisit ce moment comme étant le fruit d'une dictature des événements, comme une succession de fatalités, d'éléments du destin, de malédictions et autres malheurs du temps, qui laissent l'Union comme une structure transparente, innocente, voire même victime, au même titre que nous en tant qu'individus, victime des événements qui surviennent et viennent chambouler un mélange harmonieux, patiemment construit depuis le traité de Rome, c'est-à-dire depuis 75 ans. Mieux encore, on s'emploie à distiller dans les médias l'image d'une institution qui s'efforce même de lutter contre l'adversité et toutes les manifestations extérieures hostiles qui lui tombent dessus. Évidemment, il s'agit d'une version des choses habile, mais trompeuse. Trompeuse parce qu'elle fait abstraction des dispositions positives prises par la structure, c'est-à-dire positives au sens de voulues, concrètes, factuelles, construites par l'institution. Donc des dispositions qui s'accumulent et façonnent le nouveau visage de nos sociétés et dont il faut comprendre le caractère systémique, englobant, puisque chacune formant les pièces d'un ensemble. Non, l'Union européenne n'est pas passive ou elle ne réagit pas qu'après coup. Elle met sur pied une somme de dispositifs qui s'emboîtent et s'articulent les uns aux autres, qui sont le fruit d'un certain état d'esprit, d'une certaine représentation, d'une conception de l'existence souhaitable pour les populations, et qui aboutissent à la réalisation d'une certaine forme, d'un certain agencement, que je traite ici par le terme de l'Europe promise, et qui est dans le titre de mon ouvrage. Il n'y a pas qu'un sort qui serait subi, d'ailleurs partiellement, tout autant provoqué que subi, il y a bel et bien une Europe promise. Exactement. La somme des normes, des prescriptions, des directives conçues de manière technique à Bruxelles sur des thèmes qui paraissent éclatés et extrêmement diversifiés, en fait, s'agence, s'imbrique et détermine la place de l'individu, la place assignée à l'individu, son rôle théorique dans le système. On ne peut plus se permettre d'envisager les différents champs d'exercice de la réglementation européenne comme une succession de dispositions techniques segmentées. L'énergie ici, le transport ici, l'économie de la donnée, la réglementation agricole, la réglementation alimentaire. Non, il faut l'envisager comme des briques d'un édifice en cours de construction qui a sa cohérence interne et un caractère organique, c'est-à-dire où tout est interdépendant. Donc, l'objectif de l'ouvrage, il est de procéder par tableaux, par scènes successives, sur des thématiques de la vie ordinaire, depuis des éléments qui paraissent encore relativement extérieurs à la personne, l'énergie, la mobilité, j'en parlais à l'instant, l'agriculture, le logement, jusqu'à des thèmes qui concernent des éléments d'un ordre de plus en plus intime et liés à l'individu en tant que personne, comme l'alimentation, le patrimoine personnel, la santé, les données personnelles. Le but est de faire prendre conscience à nos concitoyens de cette toile que la structure européenne achève de tisser par différents points autour de nous. Sa trame et sa consistance n'ont pas encore été suffisamment saisies, d'abord parce qu'elles sont en cours de mise en œuvre,
et que, bien sûr, la communication officielle use de voies détournées ou de points d'accroche visuelle qui servent à détourner l'attention afin que le public suspende tout jugement porté et soit tenu dans une sorte d'expectative prolongée qui évite d'être amené à conclure et à statuer. Sur le thème de la mobilité, j'y reviens, je montre dans l'ouvrage que l'emballement suscité autour du véhicule autonome, vous savez, le véhicule sans chauffeur, cet outil formidable qui devrait nous servir prochainement et faire de nous chacun des maîtres, non plus des domestiques, eh bien, a servi de commode alibi pour distraire les foules de ce qui, en réalité, concrètement, était à l'œuvre avec la liquidation officielle du véhicule particulier thermique classique. C'est-à-dire, on a agité cette perspective futuriste, positive, formidable d'un véhicule sans chauffeur, pendant qu'on soldait la disparition définitive de ce qui avait été pour le moment le moyen de l'émancipation individuelle et de la mobilité individuelle, qui était l'automobile thermique classique. Voilà. De même, on utilise le ciblage sur la biométrie et sur le crédit social chinois, qui sont brandis comme des épouvantails, ce qui permet de faire passer en douceur la généralisation de l'identifiant numérique unique personnel, qui est livré, lui, c'est-à-dire notre numéro d'identification, notre plaque minéralogique en tant que personne, en tant qu'être vivant, et qui est présenté comme une commodité, quelque chose de neutre, de tout à fait formidable, sans conséquences préjudiciables, etc. Donc on focalise l'attention sur cette horreur de la biométrie, du crédit social à la chinoise, il en est hors de question sous nos horizons européens, mais en réalité on fait passer directement le référencement par numéro individuel unique, personnel, qui permettra d'aboutir le moment venu à ce qu'on souhaite au niveau de la traçabilité numérique. Oui, c'est exact. Toujours avec cette idée d'ailleurs qu'il s'agit de choses allant de soi. Après tout, le souci écologique et la transition digitale sont présentés comme les ingrédients du progrès de cette époque. C'est un fait qui ne prête même pas à discussion ou alternative. Ce à quoi ce double mouvement à la fois de transition verte et de transition digitale aboutit, ce par quoi il se solde collectivement et individuellement, ne fait absolument pas l'objet d'une analyse, d'une présentation aux populations, d'un argumentaire, d'une étude de possibilités contradictoires ou d'alternatives. C'est strictement un inévitable, c'est purement un irréversible, c'est le sens du progrès. Et c'est là précisément le contenu et le rôle du livre qui, par 9 chapitres, se met à questionner, au vu des textes officiels et du cadre réglementaire, des choses simples et fondamentales quant à notre faculté dans ce nouveau contexte à pouvoir demain bouger, je l'ai dit, nous loger, posséder, choisir ce que l'on mange, choisir ce que l'on porte, ce dont on jouit et ce que l'on souhaite transmettre, nous soigner et enfin, c'est quand même essentiel, pouvoir assumer une condition d'être libre au sein de la société européenne. Non, pas du tout, parce que les réponses apportées sont extrêmement concrètes. Elles sont détaillées, elles prennent appui sur les derniers textes et les communications réalisées par l'institution. Et il ne s'agit pas de discussions vagues ou de concepts théoriques ou de jugements de valeur, mais de la dissection, j'aime bien ce mot, la dissection des dispositions pratiques qui sont amenées à surgir déjà et plus encore au cours des prochains mois, au fur et à mesure de leur activation juridique par l'institution. Tout ce que je décris est le fruit de plusieurs années de préparation dans les circuits décisionnels européens. Ce que j'avance est donc extrêmement concret, correspond à des éléments réglementaires avec une validité objective. Moi, je me contente de faire parler
les différents textes et de restituer le dialogue qu'ils nouent de fait entre eux, de souligner les différents renvois auxquels ils procèdent. Ces renvois sont invisibilisés parce que la présentation habituelle, délibérément segmentée et sectorielle, tend à les occulter. Et donc au final, en l'état, ça donne un profil qui est une sorte de parfait miroir de ce qui a été officiellement mis en avant par la structure, mais en exact contre-pied. C'est-à-dire que l'inverse. C'est-à-dire que si la dynamique actuelle ne trouve pas à être infléchie et que le déroulement amorcé se poursuit sans heurts, nous sommes en train d'être dirigés, je le dis, vers une forme de société parfaitement à l'opposé des standards qui ont été officiellement promus par la structure durant toutes ces années. Oh oui, oui. À formuler, c'est simple. C'est effrayant, mais c'est simple. Une société fondée sur la spéculation financière, une société sous l'emprise des grands groupes multinationaux et des plateformes de services numériques, une société qui surfe sur des clivages qu'à la fois elle entretient, voire même qu'elle suscite, clivages communautaires, sociaux, géographiques, une société avec des individus qui sont rendus à la fois dépendants, non autonomes et qui sont à la dérive, une société dont la notion est l'idéal même, parce que c'était l'idéal de la société occidentale, l'idéal de la propriété individuelle qui serait accessible à chacun, cet idéal de propriété individuelle accessible à chacun, eh bien, aura été balayé. C'est aussi simple que ça. Je dirais que ce n'est pas un jugement, dans la mesure où d'abord il ne m'appartient pas de juger. Pour ce qui me concerne, je me borne à pousser les conséquences logiques des dispositions prises jusqu'à leur terme, jusqu'au bout de leur rationalité. Et évidemment avec le secret espoir que ce terme ne se produise pas, qu'il n'advienne pas, que les choses changent. C'est d'ailleurs tout le sens du travail d'éveil que j'essaye d'entreprendre en tâchant, pour ce qui est à ma portée, de rendre nos concitoyens plus vigilants et mieux armés intellectuellement face aux narratifs européens dominants. Il y a une nécessité de discuter tous les termes du discours rodé et colporté par les tenants de la structure européenne et d'en dévoiler le sens réel comme les objectifs vraisemblables. Alors c'est pourquoi je souhaite réaliser ici, et auprès des supports de communication qui me seront accessibles, un travail de discussion comparable au type de présentation que je viens de faire à l'instant, au moyen d'entretiens thématiques que je vais m'employer à créer à partir de la base rédigée du nouveau livre dont nous venons de parler. Celui-ci sera en fait, par chacun de ces chapitres, le point de départ et la base arrière solide et bien établie de chacun des thèmes que je serai amené à envisager et à discuter sous cette forme plus libre et conviviale qu'un écrit strict. Mais le travail écrit, le travail rédigé sera capitalisé et servira de référence. Nous pourrons donc ici nous focaliser de façon plus facile, plus commode sur les conséquences, puisque tout ce qui est du domaine de la preuve et de la démonstration technique, aride, celle du texte, aura déjà été acquise et assurée par l'écrit. Donc voilà mon objectif, en espérant, au terme de ce premier essai, eh bien, pouvoir vous compter nombreux et motivés pour suivre ces prochaines lectures philosophiques commentées. Alors je vous encourage naturellement à vous procurer d'ores et déjà l'individu dans l'Europe promise, Vous avez tous les éléments descriptifs aux éditions L'Harmattan que vous pourrez vous procurer auprès de vos libraires de quartier ou à défaut sur les plateformes. Et je vous dis pour terminer, à très vite, à très bientôt.